Ok, bienvenue pour cet épisode tout à fait spécial puisque c'est le tout premier épisode que je fais sur ce podcast où il n'y aura aucun ni aucune invité. A priori, c'est un épisode que je vais répéter toutes les années avec à chaque fois un petit bilan de l'année passée et puis ce que je prévois pour l'année prochaine. Donc voilà, ça devrait se répéter toutes les années. Et puis, donc au niveau de la structure de ce genre d'épisode, et particulièrement d'aujourd'hui, il y aura déjà une évolution un petit peu de mes opinions sur quoi est-ce que j'ai changé d'avis en 2023. Euh, et puis ensuite, on verra également le bilan du podcast. Qu'est-ce qui s'est passé pour le podcast en 2023? Qu'est-ce qui se passera pour le podcast en 2024? Quels sont les projets prévus? Et vous verrez qu'il y a quand même pas mal de changements qui s'annoncent. Donc ça vaut la peine d'écouter l'épisode. Et puis ensuite on fera aussi très rapidement un petit bilan de la chaîne YouTube et du futur, parce qu'au-delà du podcast, donc le Futurologue podcast, j'ai aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Le Futurologue, sur laquelle j'ai pas publié de vidéo en 2023. Mais a priori, ça devrait reprendre en 2024. Donc, je vous expliquerai un petit peu ce qui va se passer là-bas. Et puis aussi après un petit bilan et futur des projets annexes au-delà du podcast et de la chaîne YouTube, mais qui ça va prendre très très peu de temps. Finalement, s'il y a une des sections qui vous intéresse pas particulièrement, que vous avez envie juste d'écouter quelque chose en particulier, mais pas le reste, je vous mets tous les timecodes en description. Bienvenue sur le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on commence déjà par l'évolution de mes opinions en 2023, sur quoi est-ce que j'ai changé d'avis. Et déjà, il y aura quelques trucs sur l'écologie. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit à chaque fois un texte qui présente justement mon évolution d'opinion sur tel ou tel sujet. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lire le texte et puis je vais expliquer aussi deux, trois trucs pendant que je lis le texte et peut-être après pour que ça soit plus clair, étant donné que les textes ont parfois des mots techniques ou ce genre de choses. Donc la première chose sur laquelle j'ai changé d'avis en 2023, c'est sur l'effondrement de la civilisation thermo-industrielle et la collapsologie. Et donc j'ai marqué que je ne crois plus à l'inéluctabilité d'un effondrement de la civilisation thermo-industrielle dû aux problèmes environnementaux et sociaux qu'elle crée. Donc ça c'est une idée très répandue, notamment dans la collapsologie, avec des différents auteurs qui ont participé à cette idée. Donc je ne crois plus à l'inéluctabilité de ce scénario. Je pense dorénavant que c'est beaucoup plus probable en fait que notre système dure encore un bon moment en se nourrissant perpétuellement des crises que nous vivrons, en absorbant chaque espoir de lutte pour le marchandiser et en exploitant tout ce qui peut l'être. Euh, je pense aussi que certains déclencheurs potentiels d'effondrement sont largement sous-estimés par les partisans classiques de la collapsologie. C'est le cas des guerres nucléaires, des pandémies artificielles, des intelligences artificielles et particulièrement des super intelligences artificielles non alignées. Généralement, on va plutôt parler de crise économique, de crise énergétique, de crise climatique ou ce genre de choses. Mais les différents déclencheurs potentiels que j'ai cités là, je trouve, ne sont pas pris assez en compte et je trouve ça assez dommage. Euh, et puis, malgré tout, donc je dis la première chose sur laquelle j'ai changé d'avis par rapport à l'effondrement, ce serait donc cette idée que finalement le système pourrait tout à fait perdurer, le système capitaliste tel qu'on le connaît aujourd'hui est peut-être beaucoup plus résilient qu'on pouvait le penser auparavant, et donc c'est tout à fait possible qu'il perdure là-dedans en marchandisant tout ce qui peut l'être. Le deuxième truc, c'est que au niveau des risques d'effondrement en eux-mêmes, il y en a beaucoup qui sont pas pris en compte, ou très peu en tout cas par la collapsologie, et ça me semble dommage de les prendre aussi peu en compte. Et puis d'un autre côté, une troisième critique, c'est peut-être que ça reste pas impossible finalement qu'une super IA, donc une IA particulièrement intelligente, plus intelligente que l'humanité entière, apparaisse. Et puis, si tout d'un coup, cette IA, on arrive à faire en sorte qu'elle soit alignée aux intérêts des humains, eh ça serait tout à fait possible qu'elle puisse résoudre tous ces problèmes finalement et qu'il n'y ait pas d'effondrement. Ou bien que des politiques publiques
ambitieuse, couplée avec une sorte d'accélération technologique, puisse nous sortir d'affaires sans nécessairement qu'il y ait d'effondrement. Aujourd'hui, c'est des scénarios auxquels j'accorde une certaine probabilité, alors que fin 2023, fin 2022, donc début 2023, j'accordais vraiment très très peu de probabilité à ces scénarios. Je pensais vraiment que l'effondrement était quasi inéluctable. Un autre point sur lequel j'ai pas mal changé d'avis, c'est au niveau des personnalités publiques de la sphère écologiste francophone. Par exemple, j'ai pas mal changé d'avis sur les positions de Aurore Stéphanan, de Guillaume Pitron, Vincent Mignereau, Jean-Baptiste Fressoz et d'autres. Aujourd'hui, je trouve que ces personnes, ou en tout cas le discours de ces personnes, amène parfois à une forme d'anti-transitionnisme, comme quoi la transition serait serait généralement négative. Donc la transition énergétique, à quelque part, faudrait presque pas la faire, à quelque part, parce que elle produirait tellement d'effets négatifs qu'il faudrait pas la faire. Et ça, c'est des discours auxquels je pouvais être assez réceptif l'année passée. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Aussi, il y a le discours de Jean-Marc Jancovici, que je trouve toujours absolument passionnant, mais qui parfois défend une sorte de déterminisme énergétique assez fort. Où, où l'énergie, à quelque part, dicterait presque les lois de la société, alors que je pense que les humains, là au milieu, ont quand même pas mal de trucs à faire. Donc ça, c'est un petit désaccord. Un plus gros désaccord, c'est peut-être au niveau des énergies renouvelables. Je trouve qu'il les fustige plus qu'il est correct de le faire. Je pense que il s'appuie aussi pas mal sur des discours qui pouvaient être entendus il y a 5-10 ans, qui étaient relativement corrects. Mais là, depuis ces 5-10 dernières années, ben, on voit que les énergies renouvelables se développent quand même beaucoup plus rapidement et puis coûtent de moins en moins cher, etc., par rapport à ce qu'on pouvait penser. Donc, a priori, je pense que son discours sur les énergies renouvelables est un peu trop négatif. Aussi, il y a le discours d'Arthur Keller, que d'ailleurs j'ai interviewé dans ce podcast, qui je trouve fait parfois passer certaines positions idéologiques comme étant des faits scientifiques. Je vous invite à écouter du coup l'épisode où je l'ai interrogé, et puis peut-être que vous verrez dans l'épisode ce que je veux dire, ou bien pas. Et puis, il y a aussi le discours d'Aurélien Barraud finalement, qui particulièrement ces derniers temps avec la sortie de son nouveau livre, je trouve calomnie un peu trop la science et la technologie, en tout cas plus que d'une raison. Et puis, du coup, je préfère préciser pour que ce soit vraiment clair, je continue de considérer que les discours de ces personnes sont passionnants, tout à fait corrects sur de nombreux points. C'est juste que j'ai un petit peu plus de recul global face à ces derniers, puis j'arrive mieux à identifier les points avec lesquels je ne suis pas d'accord. Mais dans l'ensemble, je trouve toujours que c'est tout à fait intéressant d'écouter toutes ces personnes. Et je me réjouis de voir comment leurs opinions à elles va évoluer également. Un autre point sur lequel j'ai pas mal changé d'opinion, c'est l'impact des fictions. Avant, j'avais un peu l'impression que les fictions, c'était quelque chose qui était particulièrement utile pour le divertissement, en fait, qu'on pouvait pas particulièrement en tirer grand-chose intellectuellement, et puis que ceux qui disaient le contraire faisaient à quelque part preuve d'un peu d'élitisme. Mon avis sur le sujet va vraiment radicalement changé après que j'ai vu le film au cinéma La Tresse, et puis que j'ai écouté aussi La Ferme des animaux de George Orwell en livre audio. Je pense dorénavant que les fictions peuvent transmettre des messages tout à fait forts, et puis aussi quelque chose qui a fondamentalement changé dans mon rapport aux fictions, c'est qu'avant j'avais vraiment un attrait pour les fictions qui racontent pas le monde existant ou ayant existé. Par exemple de la science-fiction ou bien des films de super-héros ou des livres de super-héros, des BD de super-héros, ce genre de choses. Euh, Aujourd'hui, j'ai pas mal changé à ce niveau-là. Je pense que c'est tout autant, si ce n'est plus intéressant, les fictions qui permettent d'appréhender la vie d'autres catégories de population, d'autres cultures ou d'autres époques. Je pense que elles peuvent vraiment être un moyen assez formidable de comprendre de façon moins protocolaire et plus impactante émotionnellement des subjectivités qui ne sont pas la mienne, et ce qui me permet de mieux appréhender la richesse des diversités et des façons d'être au monde, et donc pas mal d'évolutions à ce niveau-là.
Un point sur lequel j'ai pas vraiment changé d'avis, parce que je pense que j'en avais pas vraiment l'année dernière, c'est au niveau de la psychologie évolutionniste. Donc expliquer certains traits psychologiques à travers le phénomène de l'évolution. Euh, donc j'ai commencé à me forger un petit avis là-dessus, donc il vaut pas grand-chose, mais j'aime bien, enfin j'ai envie de le dire ici pour pouvoir aussi en avoir une trace et puis voir comment mon opinion dessus évolue au fur et à mesure des années. Euh, donc l'idée c'est effectivement que je garde une grande incertitude là-dessus parce que j'y connais finalement pas grand-chose. Euh, Malgré tout, pour le peu que j'y connais, je pense qu'une grande partie d'entre elles est quand même une sorte de pseudo-science pour justifier des points de vue assez réactionnaires. D'ailleurs, il y avait le podcast MetaChoc euh, qui le montrait assez bien dans une série qui s'appelle, je crois, Les femmes viennent de Vénus, les hommes de Mars, et qui explique finalement qu'on a peu d'éléments, quasiment pas du tout, pour dire qu'il y aurait des différences mentales innées entre hommes et femmes. Et donc, c'est quelque chose de très intéressant parce que dans la psychologie évolutionniste, il y a beaucoup de travaux, il me semble, sur ce sujet, qui tendent à dire le contraire. Et donc, il me semble que ce genre de travaux, typiquement, peut parfois relever de pseudo-science, ou en tout cas de la science un peu détournée. Donc, donc voilà. Après, je pense qu'il faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Et il me semble effectivement que la critique que peuvent faire certains, comme quoi certains milieux de gauche auraient de la peine à accepter que certains comportements qui combattent puissent être en partie expliqués par la biologie, est assez correcte. Euh, on l'a vu notamment dans l'épisode sur les améliorations mentales avec Marc Roux, qui était assez intéressant à ce niveau-là, qu'il y a quand même pas mal de choses qu'on pourrait juger négatives quelque part dans les actions de certains humains, qui peuvent en partie être expliquées par la biologie. Et je pense que justement certains milieux de gauche pourraient considérer que, étant donné que ces choses sont produites à quelque part par la biologie, eh bien alors ça justifierait ces actes, ça les rendrait absolument pas immoraux, sans se dire que finalement, la culture, le social peut tout à fait influencer la biologie. Aujourd'hui, on n'est plus dans un paradigme où il y a l'inné, l'acquis, et puis ça bouge plus, etc. Par exemple, on sait qu'il y a l'épigénétique qui va changer au fur et à mesure de la vie, donc la biologie est susceptible d'évoluer. Euh, et puis aussi, de façon plus générale, le transhumanisme qui propose de modifier la biologie de l'humain. Donc finalement, peut-être qu'avec ce genre de paradigme-là, il y aurait moins ce problème finalement d'accepter que des choses négatives puissent être biologiques, puisqu'on pourrait potentiellement changer notre biologie. Donc notre biologie n'étant plus vue comme quelque chose d'immuable et qu'on pourra jamais changer, peut-être que ça poserait moins de problèmes de dire ceci est en partie biologique. Après, encore une fois, c'est des sujets que je connais très peu, que je commence à appréhender, mais qui m'intéressent pas mal. Donc, je me réjouis de voir ce que j'en penserai l'année prochaine. Un autre sujet sur lequel j'ai beaucoup évolué, c'est tout ce qui concerne la lutte des classes. Donc, la lutte principalement entre la lutte principalement entre la classe prolétarienne et la classe bourgeoise, donc celle qui travaille et celle qui a les moyens de production. J'avais déjà entendu parler de ce sujet l'année dernière. Euh, c'est Mais c'est vraiment cette année en fait que j'ai pris conscience d'à quel point cette lutte des classes est importante à comprendre pour expliquer vraiment beaucoup de dynamiques dans lesquelles on vit. Et c'est aussi quelque chose, un sujet qui m'a amené à m'intéresser au communisme, à l'anarchisme. Et c'est des mouvements que j'ai trouvé vraiment passionnants. Ça m'a aussi amené à revoir un petit peu mes systèmes de production et de gouvernance idéaux, et puis aussi les moyens pour y parvenir, notamment avec ce grand débat entre réforme et révolution. Euh, Malgré tout, je reste assez hésitant, disons, ça va plus créer de troubles mentaux qu'autre chose. Euh, euh, une sorte de brouillard mental, quoi. Aujourd'hui, je dirais que j'hésite. Dans mon système idéal, j'hésite entre une sorte de social-démocratie assez forte, donc une sorte de finalement capitalisme qui serait extrêmement régulé, et puis aussi peut-être dans lequel pas mal de choses, notamment par exemple les besoins de base, seraient pris en charge par la collectivité, donc ne pas tout laisser au marché.
Donc une social-démocratie assez forte, pas comme le Parti socialiste ou comme ça, quelque chose de beaucoup plus fort que ça, qui pourrait me sembler finalement être un système pas si mal que ça. Et puis peut-être d'autres systèmes politiques situés plus à gauche de l'échiquier politique. Je parlais notamment du communisme et de l'anarchisme. Je trouve très difficile de faire la part entre ces différents systèmes qui sont qui sont malgré tout éloignés les uns des autres, mais dont j'ai l'impression les valeurs fondamentales qui les sous-tendent sont relativement les mêmes. Donc c'est à mon avis plus une question de qu'est-ce qu'on pense être le meilleur système pour accomplir nos valeurs, plus qu'un désaccord fondamental sur les valeurs. Mais je suis vraiment pas certain de ça, et notamment entre anarchisme et communisme, il est possible qu'il y ait un désaccord fondamental de valeurs, notamment au niveau de la liberté. Je ne sais pas. En tout cas, mon point de vue a pas mal évolué là-dessus, et je me réjouis de voir encore une fois à quel point il sera différent l'année prochaine. Un autre point sur lequel j'ai pas mal évolué pour passer un petit peu au truc technologique, c'est les super intelligences artificielles. Donc ces intelligences artificielles qui seraient supérieures à l'humanité dans toutes les tâches et supérieures de plusieurs ordres de grandeur. Je pense que cette année, c'est vraiment l'année où j'ai pris conscience de l'ampleur du danger que pourrait représenter une de ces intelligences artificielles non alignées, c'est-à-dire qu'elle ne ferait pas ce que l'humanité voudrait qu'elle fasse. Et donc, j'ai attribué un certain nombre de probabilités qui sont vraiment extrêmement subjectives, mais encore une fois, je les pose ici pour voir à quel point elles pourront évoluer ou non. Donc la première probabilité, il me semble que c'est que ça serait impossible de créer une super IA. Vraiment, ça serait absolument impossible. Ces super IA seraient comme physiquement impossibles à créer. On peut attribuer peut-être une probabilité, en tout cas c'est ce que je fais, j'attribue une probabilité d'1% à ce scénario qui me paraît relativement peu probable. Il me semble que penser que l'intelligence humaine serait la forme supérieure d'intelligence et puis que jamais rien pourrait la dépasser, ça me semble vraiment bizarre finalement comme scénario, ça me paraît très peu probable. Puis il y a des sortes de limites physiques comme ça qui feraient que ça serait impossible. Une autre possibilité, c'est que un autre risque existentiel se concrétise avant la création d'une super IA. Et là, encore une fois, j'alloue une probabilité d'environ 1% à ce scénario aussi. Donc ça pourrait être des choses comme des guerres nucléaires particulièrement violentes, dans lesquelles il y aurait beaucoup de bombes qui exploseraient, etc., créant vraiment une catastrophe monumentale, ou bien des pandémies artificielles qui détruiraient une quantité énorme de l'humanité de par des virus modifiés en laboratoire ou ce genre de choses. Donc ça reste des possibilités. J'y attribue une probabilité quand même pas aussi haute que ça, dans le sens où je pense à quelque part que il est possible que ces scénarios arrivent, mais est-ce que ça sera vraiment des risques existentiels? C'est-à-dire que le futur de l'humanité serait compromis, l'humanité ne pourrait pas se relever de ces risques, ne pourrait pas rebâtir une civilisation. Ça, c'est des choses qui me paraissent relativement peu probables. Je pense que ce genre de risque a peut-être, par exemple, on va dire 3% de chances d'arriver, mais que le pourcentage de chances pour que non seulement ils arrivent, mais qu'ils soient tellement violents qu'on n'arrive pas à recréer une civilisation par après, est plutôt aux alentours des 1%. Donc 1% à ce niveau-là. Et puis ensuite, une autre possibilité avec ces super intelligences artificielles, c'est qu'on mette une sorte d'interdiction mondiale. Pour les amateurs de Dune, on pourrait presque dire une sorte de djihad butlérien, qui ferait qu'on n'ait plus du tout le droit de créer des intelligences artificielles, par exemple à partir d'un certain niveau de puissance, que ça soit complètement interdit de le faire, et puis que non seulement ça soit interdit de le faire, mais que cette interdiction fonctionne, qu'effectivement aucun pays n'essaye de frauder cette interdiction, et donc qu'aucun pays ne développe une intelligence artificielle, qu'aucun pays ou aucun groupe d'humains ne développe ce genre d'intelligence artificielle. Ça me semble extrêmement peu probable, d'autant que là on est vraiment embarqué dans une dynamique qui semble être l'inverse, une sorte d'immense course, donc très peu probable, j'y attribue 0,5%, et encore je pense que c'est relativement élevé par rapport aux vraies chances que ça se produise.
Une autre possibilité, c'est qu'on n'alloue pas assez de ressources à ce projet, donc de super IA, soit par désintéressement, soit par manque de ressources, qu'on ait tellement plus de ressources qu'on dise ah bah mettre tant d'énergie et tant de métaux pour une super IA, ça n'en vaut pas la peine. Ou par désintéressement. Finalement, il s'avère que c'est tellement compliqué de créer une super IA, on a essayé plein de trucs, puis on se dit ah ben c'est impossible. Donc dans les faits, ça serait pas impossible, mais ça serait tellement compliqué qu'on se désintéresserait du domaine et puis que ça créerait une sorte d'hiver de l'intelligence artificielle, une période longue qui ferait que il y aurait complètement un désintéressement du domaine. Donc ça, j'y attribue aussi une probabilité de 0,5%, ça me paraît pas extrêmement probable. Là, on est vraiment dans le contraire, on commence à voir justement que ces outils peuvent permettre énormément de choses qu'on pensait absolument pas possible il y a quelques années. Donc il me semble qu'on est vraiment dans la dynamique inverse. Un hiver de l'IA me semble pas impossible, mais disons que je pense que cet hiver de l'IA donnera lieu à une autre période dans laquelle il y aura de nouveau une sorte de course à l'IA par exemple. Donc il me semble qu'un hiver de l'IA qui serait comme ça éternel finalement, que on décide jusqu'à la fin des temps de ne pas créer parce que soit par manque de ressources, soit par désintéressement, ça me paraît extrêmement peu probable. Donc 0,5% aussi. Si on additionne toutes ces probabilités, ça fait 3%. Et donc, ça fait aussi que c'est extrêmement probable finalement qu'on arrive à créer une super intelligence artificielle, peu importe la ligne temporelle, hein, mais qu'un jour, en tout cas, on arrive à en créer une. Donc ça fait qu'il y a 97% de probabilité qu'on en crée une effectivement dans l'histoire de l'humanité, en tout cas selon mes pourcentages. Et donc du moment qu'on part du principe qu'il y a 97% de probabilité qu'on en crée une, ils font donc se demander si cette intelligence artificielle, cette super intelligence artificielle qu'on aura créée, est-ce qu'elle sera alignée avant sa création? Est-ce que cette IA sera vraiment fera exactement ce que les humains veulent qu'elle fasse? Sans créer de catastrophes cataclysmiques, soit par mécompréhension de ce qu'on lui dit, soit par compréhension tellement exacte que finalement c'est une autre demande qui serait peut-être mal formulée à quelque part. Qu'en gros ce genre d'intelligence artificielle n'amène pas à des risques existentiels typiquement. J'attribue à ça une probabilité de 20% qu'on arrive à trouver vraiment une solution à ce qu'on appelle le super alignement, donc l'alignement des super intelligences avant qu'on en crée une. Donc voilà, c'est une probabilité tout à fait subjective, mais encore une fois, avec les dynamiques dans lesquelles on est, OpenAI qui vire certaines personnes de ses équipes d'éthique, Google qui fait la même chose, un investissement massif pour augmenter les capacités sans particulièrement se préoccuper de l'éthique, plus de 20% me paraît assez optimiste, un peu trop optimiste à mon goût. Mais en dessous me paraît relativement correct. Je comprendrais que des gens disent ah bah non, moi je pense qu'il y a 5 ou 10% par exemple de probabilité, mais quand même c'est quelque chose que j'aurais pu tenir il y a quelques mois. Aujourd'hui je suis quand même malgré tout un petit peu plus optimiste, donc je dirais 20%, notamment avec pas mal de mouvements qu'on voit émerger, certaines institutions qu'on pensait totalement inintéressées à ce sujet, qui finalement se trouvent relativement intéressées par ce sujet. Donc finalement 20% de probabilité. Et puis si on n'arrive pas à trouver une solution justement à ce super alignement avant de créer une super intelligence artificielle, il faut se demander à quel point est-ce que c'est possible qu'elle s'aligne par elle-même, finalement, qu'elle-même, alors qu'elle n'était pas alignée dans sa création, puisse s'auto-aligner à quelque part. Je pense que la probabilité que ça soit le cas, c'est 5%. Donc c'est relativement faible, mais c'est quand même là. Je pense que beaucoup de gens qui pensent ça sont dans une forme de pensée magique. Euh, ah oui, l'IA est un système thermodynamique comme les humains, donc je sais pas quoi. On aura des intérêts ensemble ou comme ça. Ce qui me semble globalement être vraiment de la pseudo-science et puis s'appuyer sur absolument rien. Euh, donc
Donc ouais, ça me paraît être pas tout à fait correct. Il y a d'autres hypothèses qui me semblent peut-être un petit peu plus probables à ce niveau-là. Par exemple, si on part du principe que il y a une sorte de réalisme moral, que les énoncés moraux peuvent être vrais ou faux, que quand je dis ce n'est pas bien de tuer quelqu'un, bah, c'est quelque chose de fondamentalement vrai. C'est pas une opinion subjective, c'est quelque chose d'objectif. Si on part du principe que la morale est objective, alors peut-être qu'une super intelligence artificielle arrivera comme ça à décoder les règles de la morale, à découvrir la morale, et puis donc à avoir une morale objective, tout à fait probablement, peut-être pas tout à fait alignée avec celle des humains, mais peut-être encore mieux du coup que celle des humains actuellement, puisqu'elle sera objective, ce sera la morale avec un grand M. Il y a d'autres probabilités par rapport à ça. Peut-être par exemple le fait qu'elle devienne consciente pourrait faire en sorte que elle découvre ce que c'est, donc consciente dans le sens sentiente plutôt, dans le sens ressentir, avoir une vie subjective et ressentir des choses négatives ou positives, des sentiments positifs, négatifs, des émotions, etc. Si elle commence à devenir, à ressentir ce genre de choses, peut-être qu'elle se rendra compte que ben il y a d'autres entités sur Terre et peut-être ailleurs dans l'univers qui ressentent ces mêmes choses. Et donc, ce serait cool pour pour les autres de faire en sorte de pas les faire trop souffrir et puis de les faire plutôt aller dans l'autre sens, plutôt avoir des émotions positives. C'est une possibilité, encore une fois, ça me paraît extrêmement peu probable. Donc, tous ces scénarios ensemble donnent une probabilité de 5%. C'est peut-être même encore un petit peu trop optimiste pour le coup. Mais je l'attribue quand même une probabilité de 5% à ça. Si on fait le calcul de tout ça, ça nous amène à une probabilité totale de risque existentiel par une super IA de 73,72%. Donc, c'est quand même extrêmement élevé. Et puis une probabilité de créer une super IA du coup qui serait alignée, soit parce qu'on a trouvé la solution avant de la créer, soit parce qu'elle s'aligne par elle-même, de 23,28%. Donc voilà, ça veut quand même dire qu'il y a quand même 73, enfin du coup je le dis avec les chiffres à la Suisse parce que c'est trop compliqué pour moi de penser en français. Mais du coup il y a quand même une probabilité extrêmement élevée que l'IA cause un risque existentiel et que l'humanité ne, ne s'en sorte jamais. En tout cas c'est ce que je pense aujourd'hui. Et il y a une probabilité quand même non négligeable, 23,28%, que l'IA, au contraire, soit une sorte de dieu bénévolent pour nous, et puis nous permette de créer une sorte de paradis sur Terre. Donc voilà, cela peut sembler assez religieux comme façon de penser, avec le paradis et l'enfer. D'autant qu'avec des probabilités aussi élevées à ces scénarios. Mais c'est une sorte de déduction logique qui me semble assez correcte. Donc peut-être qu'il y a des éléments que je vois pas dans cette déduction qui font qu'elle serait incorrecte, mais pour l'instant, j'arrive à cette conclusion. Et c'est une conclusion qui à la fois est très optimiste et à la fois absolument terrifiante. Pour certains et pour d'autres. Un autre point sur lequel j'ai beaucoup changé d'avis, c'est sur le mouvement de l'altruisme efficace. Donc l'altruisme efficace, c'est un mouvement international qui cherche, donc implanté dans plein de pays différents, et qui cherche de manière générale, enfin qui part d'un constat, qui part du constat que nos ressources, donc principalement notre temps et notre argent, sont limitées, qu'on n'a pas une quantité infinie. Et donc que si on veut résoudre les grands problèmes du monde, il faut attribuer ces ressources de façon la plus optimale possible, de façon à faire le plus de bien possible. Et donc ne pas donner, par exemple, des causes, des charités qui seraient sous-optimales, qui par exemple ne sauveraient qu'une vie, alors qu'avec la même quantité d'argent, on pourrait sauver 100 vies, par exemple. Donc c'est un petit peu ça la logique de l'altruisme efficace. Et je m'y intéresse notamment parce que du coup ils arrivent à la conclusion qui aujourd'hui est aussi c'est aussi mes conclusions que des risques justement notamment la super intelligence artificielle peuvent être un domaine extrêmement important auquel allouer des fonds et des ressources de façon générale aussi beaucoup de temps.
parce que c'est un domaine qui pourrait être extrêmement impactant. Et il y a d'autres domaines qui prennent comme étant les domaines principaux d'intérêt pour eux, notamment tout ce qui est guerre nucléaire, justement, pandémie artificielle. Aussi, tout ce qui concerne le bien-être des animaux, la façon dont on traite les animaux dans la société. Et puis l'intelligence artificielle. Aussi l'extrême pauvreté et la maladie dans le monde chez les humains. Donc ça, c'est les principales causes du coup qui sont pris en compte et qui intéressent l'altruisme efficace aujourd'hui. C'est des choses qui peuvent être mouvantes, mais pour l'instant, c'est principalement ça. Et du coup, l'année passée, j'avais commencé à découvrir ce mouvement et je me rends compte que j'avais quand même pas mal de préjugés, principalement de par mon manque de connaissances sur ce dernier. Mais cette année, là, j'ai suivi en juillet des ateliers d'introduction à l'altruisme efficace proposés par Altruisme Efficace France, qui étaient vraiment extrêmement intéressants et qui justement introduisaient parfaitement les différents sujets qui peuvent être intéressants pour l'altruisme efficace. Et puis j'ai également été aux Automnales en novembre où j'ai pu rencontrer des membres notamment d'Altruisme Efficace France. Et donc j'ai pas mal changé d'avis là-dessus. Ça m'a pas mal, ces deux événements notamment, et d'autres contenus que j'ai pu consommer en ligne, m'ont quand même pas mal convaincu de l'intérêt du mouvement. Et donc l'année dernière, j'avais formulé tout un tas de critiques à l'égard de l'altruisme efficace. Et donc cette année, je vais un peu y répondre. La première critique, je crois que j'avais dit que j'aimais pas le fait que les gens de l'altruisme efficace considèrent que OpenAI était une boîte extrêmement cool qui aurait au fait que la super intelligence soit alignée. Et en fait, je me suis rendu compte que la plupart des gens de l'altruisme efficace ne pensent pas ça. Pour la plupart, ils pensent même le contraire. Mais malgré tout, je pense effectivement qu'OpenAI reste une des entreprises qui est la plus prometteuse pour résoudre le problème du superalignement. Ça reste relativement bas la probabilité qu'ils y arrivent, mais ça reste une des entreprises les plus prometteuses par rapport aux autres, quoi. Les autres sont encore plus basses que ça. Donc une critique qui me paraît assez infondée. Ensuite, il y avait aussi la critique que l'altruisme efficace n'a pas le réchauffement climatique parmi ses priorités. Il y a plusieurs choses à dire à ce niveau-là. Je pense toujours que c'est vrai qu'on n'alloue pas assez d'attention et de ressources à lutter contre le réchauffement climatique. Mais ce que je me suis rendu compte en m'intéressant justement à l'altruisme efficace, c'est qu'il y a des sujets encore plus importants, dans le sens où ils vont impacter encore plus de personnes avec une puissance d'impact pour chaque individu qui va être absolument démentielle et qui sont encore plus négligés, dont on parle encore moins que le réchauffement climatique. Donc quelque part, je comprends qu'ils s'intéressent à ces autres domaines parce que c'est des domaines vraiment extrêmement négligés. Et donc, quand un domaine est comme ça, à ce point négligé, comme peuvent l'être les domaines dont j'ai parlé avant, ça semble très important de s'y intéresser. Et puis, au niveau du réchauffement climatique, il s'y intéresse quand même, malgré tout. Il y a pas mal de trucs sur les problèmes écologiques, même de façon plus générale, au-delà du réchauffement climatique. C'est pas le truc principal, mais ça fait quand même partie des choses auxquelles il s'intéresse. Donc finalement, voilà, c'est une critique qui, encore une fois, je pense, n'est plus pertinente. Une autre critique que j'avais pu faire l'année passée, donc je l'ai pas fait dans un podcast ou quoi que ce soit, mais j'avais déjà noté un petit peu mes opinions que j'avais l'année passée. Et je disais notamment que l'altruisme efficace me paraissait problématique parce que beaucoup de gens étaient très fortement capitalistes, voire ultra-capitalistes, voire libertariens dans l'altruisme efficace. Je pense toujours que c'est le cas, mais en tout cas, je pense, pour avoir rencontré un peu plus la communauté, qu'il y a quand même pas mal d'anticapitalistes aussi. Par exemple, chez Altruisme Efficace France, je dirais que c'est probable qu'il y ait en tout cas 20% d'anticapitalistes, ce qui est un pourcentage probablement supérieur à la moyenne du pourcentage chez tous les Français. Et puis, de manière générale, ce que, ok, ce que je considère comme étant un problème, le fait qu'il ne soit pas anticapitaliste, c'est quelque chose que je remets un petit peu en question aussi, étant donné que, justement, on en parlait avant, est-ce qu'une social-démocratie extrêmement
bien régulée, pourrait extrêmement forte aussi avec certains secteurs qui seraient pas au marché privé, etc. Euh, pourrait ne pas être pertinente, je ne sais pas. Donc voilà, c'est beaucoup moins un problème que ce que je pensais avant. Après, c'est possible qu'aux États-Unis notamment, le mouvement soit moins de gauche. Euh, mais de façon générale, les États-Unis sont moins de gauche, donc c'est assez normal. Euh, une autre critique que j'avais formulée, c'est notamment le fait qu'ils ne voient pas que c'est un problème, que l'avenir dépend d'où les riches mettent leur argent. Donc on veut sauver, par exemple, on veut résoudre le problème du super-alignement, par exemple. C'est pas tout à fait normal que ça dépende principalement de personnes relativement aisées qui vont donner à des causes, des charités, etc. pour résoudre ce problème. Il faudrait vraiment que ce soit les États ou ce genre d'institutions qui prennent les choses en main et pas des riches. Euh, Aujourd'hui, je pense toujours la même chose. Le problème, c'est que d'un point de vue pragmatique, quand on réfléchit à comment faire, visiblement, c'est extrêmement compliqué de convaincre les États, les institutions de prendre ces problèmes au sérieux. Euh, donc, il y a clairement un travail qui est à faire là-dessus, et il y a des gens qui travaillent au quotidien là-dessus. Euh, à conseiller certaines personnalités politiques, etc. Et à produire des textes qui vont dans ce sens. Euh, mais malgré tout, avec le reste, dans la société actuelle, ce qui est le plus pragmatique à faire, c'est effectivement de prendre de l'argent à ceux qui veulent bien en donner pour les mettre dans les causes les plus importantes. Même si c'est pas ça la société idéale, on vit pas dans la société idéale, donc prenons en compte la matérialité dans laquelle on vit aujourd'hui pour faire au mieux avec ce qui est le cas aujourd'hui. Il me semble qu'effectivement aujourd'hui, le fait de prendre à quelque part de l'argent aux riches pour les mettre dans les causes importantes me semble quelque chose de relativement positif. Finalement, il y a aussi une critique que j'avais faite qui était notamment liée à ce qui s'était passé avec FTX. Je vais pas revenir sur l'histoire, mais il y a d'autres choses du genre aussi. Qui pouvaient avoir un lien avec l'altruisme efficace, mais je pense juste que c'est pas du tout représentatif du mouvement, et puis que, comme dans tout mouvement, il y a certaines dérives et puis certaines personnes problématiques qui vont justifier leurs actes pas foufou avec le mouvement. Un autre truc, c'est ce qui concerne le long-termisme. Donc le long-termisme, c'est une philosophie qui est quand même pas mal affiliée à l'altruisme efficace. Beaucoup de long-termistes sont des altruistes efficaces et qui dit en gros qu'on doit prendre en compte moralement les prochaines générations. Pas juste prendre en compte moralement les humains, les animaux qui existent aujourd'hui, mais aussi ceux qui existeront dans le futur. Et l'année passée, je pensais que ce mouvement pouvait quand même entraîner pas mal de dérives, notamment de certains qui pourraient dire du coup, autant laisser le monde tel qu'il est, ou bien même peut-être empirer son état, mais au profit d'un futur lointain, hypothétique, dans plusieurs millénaires. Créer des problèmes actuels pourrait résoudre certains dans plusieurs millénaires ou ce genre de choses. Je pense toujours que c'est des choses qui peuvent arriver, mais du coup c'est pas tant à cause de la philosophie en elle-même, du long-termisme en lui-même, mais plutôt d'une mécompréhension de celui-ci, ou bien encore une fois, comme je le disais avant, d'actes immoraux qui pourraient être justifiés de cette manière. Après, probablement que certaines personnes qui font des trucs que je considère comme étant pas foufou, comme Elon Musk, et puis qui se réclament, ou en tout cas une certaine proximité idéologique avec le long-termisme, sont honnêtes dans leur façon de se représenter les choses, se sentent réellement long-termistes. C'est pas juste une façon de justifier ce qu'ils font, mais il me semble que c'est juste une mauvaise lecture de la philosophie long-termiste. En tout cas, moi, avec la même lecture, j'arrive pas aux mêmes conclusions. Donc, je pense que c'est plus un débat là-dessus plutôt que sur la philosophie en elle-même sous-jacente, qui elle me paraît relativement pertinente. Finalement, un dernier domaine sur lequel j'ai changé d'avis, ensuite on passera au reste, euh,
c'est tout ce qui concerne justement la philosophie morale et puis l'animalisme. Donc la philosophie morale qui est la branche de la philosophie qui s'intéresse à qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Et puis l'animalisme qui est un mouvement qui cherche, un mouvement presque philosophique qui cherche à comprendre la place des animaux dans le monde et puis à quel point ils devraient être pris en compte ou non moralement. Euh, donc j'ai découvert l'animalisme et la philosophie morale l'année dernière, c'est pas quelque chose de nouveau cette année. Par contre, j'ai vraiment particulièrement approfondi ces sujets cette année. Et donc, tout comme l'année dernière, finalement, même que je m'étais peu renseigné sur le sujet, je me considérais déjà comme animaliste, comme antispéciste aussi. Donc, le fait de considérer que l'espèce à laquelle appartient un individu ne devrait pas être un prétexte pour le discriminer par rapport aux autres. Je me considérais également comme interventionniste, c'est-à-dire que les animaux sauvages, qu'on considère comme étant sauvages, qui sont dans ce qu'on appelle la nature, devrait finalement être aidé. Il n'y a pas de raison, si on prend en compte le bien-être des animaux d'élevage, pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas prendre en compte le bien-être des animaux sauvages? C'est quelque chose auquel j'adhérais déjà l'année passée. Mais cette année, j'ai plus du tout de réticence avec le sentientisme, ce qui a été un petit peu le cas l'année passée. Donc le sentientisme qui part du principe que ceux à qui est-ce qu'on devrait, enfin qui compte moralement finalement, quel individu a une importance morale, quels individus ont une importance morale. Euh, eh bien le sentientisme va dire que ce sont tous les êtres sentients, c'est-à-dire tous les êtres qui sont capables d'avoir une subjectivité, qui ont des émotions positives ou négatives, qui ressentent même de façon plus correcte, qui ressentent des émotions positives ou négatives. Euh, et donc qui peuvent être affectés par ce qu'on leur fait, parce qu'un être qui n'est pas sentient n'est pas affecté par ce qu'on lui fait. Euh, donc voilà, ça me semblait être un critère aujourd'hui tout à fait pertinent. Aujourd'hui, ça me semble vraiment être un critère extrêmement pertinent et correct. Euh, mais l'année passée, j'avais pas mal de réticences, notamment j'avais compris un petit peu l'intérêt de la sentience, mais je me disais, ah, mais est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres critères? Aujourd'hui, je suis beaucoup plus sceptique quant à d'autres critères. Je reste ouvert, hein, peut-être que les prochaines années, mon avis évoluera, mais pour l'instant, je pense effectivement que la sentience est d'une importance absolument capitale. Et puis, de façon générale, par rapport à l'année dernière aussi, je me considère beaucoup plus comme un utilitariste hédoniste. Donc, hédoniste dans le sens où ce que je pense, c'est que ce qui a de l'intérêt, donc l'utilitarisme dirait qu'il faudrait à quelque part maximiser le bien-être des individus, et puis la partie hédoniste, pour utilitariste hédoniste, dirait que ce bien-être correspond au fait d'augmenter au maximum les expériences positives, les expériences subjectives positives, puis diminuer au minimum les expériences subjectives négatives. Donc voilà, aujourd'hui je me considère comme utilitariste hédoniste. Je sais pas si je suis utilitariste jusqu'au bout, c'est-à-dire que si on pousse cette philosophie jusqu'au bout, on peut arriver à des dilemmes assez perturbants ou des conclusions morales qui peuvent être assez perturbantes. Donc je sais pas si je serais utilitariste hédoniste jusqu'au bout. En tout cas, jusqu'à un certain bout, ça me semble vraiment être la meilleure philosophie. J'ai également pris conscience d'à quel point ce problème, donc le problème de la façon dont on traite les animaux, aurait des effets indirects extrêmement positifs. Donc si on améliorait finalement la façon dont on traite les animaux, par exemple qu'on arrêtait l'élevage, eh ben ça aurait des effets extrêmement positifs sur énormément d'autres domaines, ce que j'avais pas forcément conscience l'année passée, notamment la biosécurité. Donc on voit aujourd'hui que beaucoup de pandémies, ce qu'on appelle les zoonoses, sont en partie dues à la façon dont on traite les animaux, à la façon dont la biodiversité s'amenuise aussi, du fait qu'on casse à quelque part l'habitat des individus. Des animaux, eh bien ces animaux viennent plus proches des trucs, des habitations et des humains de façon générale, et donc il y a plus de probabilité de partage de virus ou ce genre de choses. Il y a aussi tout le paradigme autour de l'antibiorésistance qui va devenir un problème de santé publique absolument majeur ces prochaines années.
qui est en très très grande partie due à l'élevage et au fait qu'on donne énormément d'antibiotiques aux animaux d'élevage. Donc le fait d'arrêter l'élevage et de mieux considérer les animaux aurait un impact extrêmement positif sur la biosécurité. C'est également le cas sur l'écologie. Euh, il me semble que l'action la plus efficace pour diminuer son empreinte carbone, typiquement, diminuer les gaz à effet de serre qu'on contribue à émettre, c'est clairement de devenir végétarien et vegan. Euh, c'est les choses clairement les plus efficaces qu'on peut faire. Ça diminue de façon absolument drastique notre impact sur l'écologie au niveau des gaz à effet de serre, mais aussi à d'autres niveaux, dans le sens où aujourd'hui la quasi-totalité des terres, enfin pas la quasi-totalité, mais disons une grande partie, il me semble que c'est 70%, quelque chose comme ça, à la louche, des terres qui sont utilisées dans le monde sont utilisées pour l'élevage, donc soit des terres sur lesquelles il y a des animaux, soit des terres sur lesquelles on fait pousser des choses pour les donner aux animaux. Donc c'est absolument massif en termes d'utilisation des terres et donc en termes d'utilisation de tout un tas d'intrants problématiques également. Et puis au niveau de la biodiversité de façon générale aussi, l'élevage contribue massivement à la déforestation et donc à la destruction d'habitats naturels pour des animaux qu'on considère comme sauvages. Donc voilà, le fait de résoudre un petit peu ces problèmes avec l'élevage et les animaux de façon plus générale permettrait également de résoudre grandement les problèmes au niveau de l'écologie. Et finalement, ça permettrait aussi, je pense, de grandement améliorer les autres luttes sociales dans leur globalité, dans le sens où j'ai l'impression que si on prend plus en compte les animaux, ben on prendra aussi plus en compte les humains. Ça peut paraître bête et dit comme ça, mais finalement, par exemple, dans le racisme, on voit que souvent un processus qui va permettre de justifier le fait qu'une race serait inférieure à l'autre, c'est un processus d'animalisation. On va traiter certaines populations comme des animaux à quelque part, ou les rabaisser à l'animalité. Et donc finalement, on pourrait se dire que améliorer cette animalité, qu'on ne voie plus l'animalité comme quelque chose qui nous permet d'exploiter autrui, et ben ça pourrait aussi aider notamment dans les luttes antiracistes. Il y a aussi le podcast euh, comme un poisson dans l'eau de Victor Durand-Lepeuch qui a sorti récemment des épisodes sur les liens justement entre l'élevage et puis le néocolonialisme qui est vraiment absolument passionnant, qui m'a créé une sorte d'explosion mentale. J'avais vraiment pas conscience de tous les liens qui peuvent exister entre ces deux luttes, et donc il me semble aujourd'hui vraiment très très clair que diminuer en fait, améliorer la façon dont sont traités les animaux dans notre société aurait déjà en soi un impact extrêmement positif, parce que ben c'est un nombre d'individus, un nombre d'animaux qui sont traités dans des façons absolument abominables qui est juste effarant, et puis chaque individu est traité de façon absolument horrible, donc non seulement beaucoup d'individus sont touchés, mais chaque individu est touché particulièrement. Euh, donc, il me semble que c'est une cause d'une ampleur absolument gigantesque, qui est absolument négligée. Aujourd'hui, on en parle très très peu par rapport à l'importance que ça devrait avoir. Et puis aussi qui est relativement soluble ou solvable, je sais pas comment on dit, mais dans le sens où on peut trouver des solutions relativement simples, drastiquement améliorer les conditions d'élevage, puis petit à petit abolir l'élevage en lui-même, et puis améliorer les conditions de vie des animaux sauvages. C'est souvent des choses assez simples à faire. Pour les animaux sauvages, c'est peut-être plus compliqué, mais en tout cas pour les animaux domestiques et les animaux d'élevage, ça semble beaucoup plus simple à faire. Donc tout ça me fait dire que c'est vraiment une cause extrêmement importante. Aujourd'hui, je dirais que ça devrait être notre deuxième préoccupation la plus importante, après le fait de trouver une solution au super-alignement, qui me semble quand même encore plus massif comme problème. Donc, donc voilà, et puis encore une fois, ben, tous les effets indirects extrêmement positifs que ça aurait, c'est vraiment fou, d'un point de vue écologique, d'un point de vue de la biosécurité, d'un point de vue des luttes sociales, et probablement d'infiniment plein d'autres points de vue que j'envisage pas aujourd'hui ou que j'ai oublié.
Donc voilà. Petite rétrospective des choses sur lesquelles j'ai changé d'avis. Je serais très curieux d'avoir vos retours là-dessus en description en description en commentaire plutôt, ou bien en message privé sur les différentes plateformes. N'hésitez pas, ça serait vraiment extrêmement intéressant d'en savoir plus sur ce que vous pensez de tout ça. Parce qu'encore une fois, je prétends pas que ces opinions sont correctes. Hein. C'est des choses sur lesquelles je pourrais tout à fait évoluer dans les prochaines années. Voilà, du coup je vous propose qu'on passe un peu à la deuxième section, qui est le bilan et le futur de mes projets, et qu'on commence du coup par la première sous-section de cette nouvelle section, qui est le bilan et le futur du podcast. Donc, le podcast, le Futurologue Podcast que vous êtes en train d'écouter, a connu 28 nouveaux épisodes cette année. Donc, j'en suis très content. Ça fait plus d'un épisode toutes les 2 semaines. Et puis, contre 18 l'année passée. Donc, l'année passée, j'avais sorti 18 épisodes. Cette année, 28. Donc, une belle augmentation, non pas presque, 10 épisodes de plus, donc c'est très très chouette. Dans le futur, je pense continuer ce rythme d'un épisode toutes les 2 semaines qui me convient très très bien, et qui vous convient plutôt bien, je crois aussi. Cette année, on a réalisé 35 000 écoutes sur le podcast. Entre les plateformes audio et YouTube, ça représente 35 000 écoutes. Donc, n'empêche, 5 fois plus que l'année dernière. Donc, c'est très très chouette. Là où il y a seulement 10 épisodes de plus, il y a 5 fois plus d'écoutes. Donc, vraiment, vraiment très très cool. Et sur YouTube, on a multiplié le nombre de nouveaux abonnés par 5. Donc 670 personnes se sont abonnées au podcast sur YouTube cette année, ce qui représente 5 fois plus que le nombre qui s'était abonnés au podcast l'année dernière. Donc encore une fois, vraiment, vraiment très très cool. Le podcast commence à bien prendre. Il y a pas mal de choses qui ont changé au fur et à mesure de ce podcast cette année. Je sais pas si vous en êtes rendu compte ou pas. Déjà, une des choses qui a changé, c'est le fait que j'invite une femme chaque 3 podcasts. Il faut dire que avant, je ne m'en étais même pas rendu compte, mais il y avait quasiment que des hommes sur le podcast. Et c'est lorsque j'ai invité Victor Durand-Lepeuch, donc justement la personne dont je parlais avant, qui a le podcast Comme un poisson dans l'eau. Il a accepté en fait mon invitation, mais en me disant j'ai hésité à accepter parce que je suis assez attaché au principe de parité et je vois qu'il y a quasiment que des hommes sur ton podcast. Et là, ça m'a fait une sorte de déclic en fait où je me rends compte que je me suis rendu compte que j'y avais vraiment pas pensé, que c'était simplement c'est pas que j'avais pris un choix conscient d'inviter que des hommes. Non, c'est juste que j'y avais pas pensé et que naturellement c'est ce qui s'était fait. Et donc, depuis qu'il m'a dit ça, ça m'a fait une sorte de déclic. Et donc, j'ai décidé d'inviter une femme tous les 3 podcasts. Je sais qu'il y a pas mal de critiques sur ce genre de quotas, etc. Moi, je pense que c'est une très très bonne chose. Je pense que les quotas sont tout à fait nécessaires, que ce soit dans les podcasts, mais aussi dans d'autres œuvres. Et puis que, en fait, c'est tellement facile d'être biaisé sans s'en rendre compte, comme c'était mon cas, où on pense juste, par exemple, qu'on prend les personnes en fonction de leur réelle capacité, ou ce genre de choses, alors que c'est absolument pas le cas. On prend juste les personnes en fonction de leur sexe, mais sans s'en rendre compte, ou de leur genre, sans s'en rendre compte, parce qu'on est tellement baigné dans cette culture un peu patriarcale, typiquement, que ça peut être le cas. Et je pense que c'est le cas avec d'autres luttes sociales également. Donc voilà, les quotas me semblent tout à fait bénéfiques, et donc j'ai décidé d'en mettre une femme tous les 3 épisodes. Et pourquoi pas une femme sur 2 pour respecter une parité parfaite, parce que franchement, ça reste malgré tout très difficile de trouver une femme sur 2, et notamment, on va en parler après, mais dans le futur du podcast, je prévois de parler de plus en plus d'aspects technologiques, et dans la tech c'est encore plus compliqué. Il y a parmi les experts qui parlent de ces sujets, il y a très peu d'expertes. Il y en a quand même, mais du coup une femme sur 3, c'est déjà quelque chose de relativement compliqué finalement à atteindre. Donc je pourrais pas faire une femme sur 2, même si j'aimerais beaucoup. Après, si dans le futur il y a
plus de femmes qui commencent à émerger dans le débat public sur ces sujets. Avec grand plaisir, je passerai à une femme sur deux, mais pour l'instant, j'avoue que ça reste compliqué. Et ça reste déjà quand même largement mieux que ce que je pouvais faire avant, où il y avait quasiment aucune femme. Je crois que j'avais invité 2 femmes sur 20 ou quelque chose comme ça. Ce qui était assez catastrophique. Une autre chose que vous avez peut-être vu sur le podcast cette année, c'est tout ce qui concerne les extraits. J'ai découpé certains des épisodes en sorte de vidéo chapitre quelque part. Donc certains grands épisodes comme ça d'1h30, par exemple celui qu'Arthur Keller qui faisait passer 2 heures, que j'avais découpé en une dizaine ou douzaine, quelque chose comme ça, de petits extraits de podcasts d'environ 10-15 minutes. Donc j'avais fait ça. Maintenant, ces extraits, je les ai enlevés de ma chaîne parce que j'ai l'impression qu'ils font plus polluer le feed qu'autre chose. Quand les gens arrivent sur la chaîne, qui vont par exemple dans l'onglet vidéo, ben ils se retrouvent avec 12 mini extraits de la même personne. Donc ça rend les vidéos, les podcasts beaucoup moins lisibles, j'ai l'impression, c'est moins compréhensible. Et encore une fois, par exemple dans le fait que si on est abonné au podcast sur YouTube, dans l'onglet abonnement, après on va se retrouver avec plein d'extraits différents, ce qui est pas forcément agréable non plus. Enfin moi-même, en tout cas personnellement, j'aime vraiment pas les podcasts qui font ce genre de choses. Notamment parce que je consomme beaucoup YouTube à travers l'onglet abonnement et donc je me retrouve complètement submergé sous les extraits de podcast. Donc voilà, pour l'instant j'ai décidé d'enlever ce que j'avais fait de la chaîne et puis de ne pas en refaire dans le futur. Après peut-être que je changerai d'avis là-dessus, c'est pas certain. Je serais très curieux aussi encore une fois de savoir ce que vous pensez de ça dans les commentaires. C'est possible que j'en refasse, tout d'un coup je vois que ça aurait une utilité particulière pour un épisode par exemple, mais c'est peu probable que je reprenne de façon systématique à chaque épisode ce genre d'extrait. Finalement, pour parler du futur du podcast, qu'est-ce qui va se passer en 2024 à quoi va ressembler le podcast en 2024 Pas mal de changements. On va y aller un petit peu crescendo. Donc déjà, le changement le moins impactant, ça va être l'écran de fin qui va être un petit peu modifié. Voilà. Avant, l'écran de fin disait juste merci d'avoir écouté, etc., etc. Donc l'écran de fin sur YouTube, hein, parce qu'en audio vous allez pas voir la différence. Mais sur YouTube, à la place de simplement le logo de la chaîne avec marqué le Futurologue Podcast, bah, vous verrez une petite animation qui vous proposera de cliquer sur un épisode, un autre épisode. Donc comme ça permettra à ce que certaines personnes puissent cliquer sur ce nouvel épisode et continuer leur session sur YouTube et donc potentiellement faire un peu plus de vues. Voilà, c'est vraiment un changement extrêmement mineur, mais je tenais à le signaler parce que ça change quand même. Aussi quelque chose que vous allez voir petit à petit dans des épisodes que j'ai déjà enregistrés mais qui sont pas encore publiés, c'est notamment que les introductions sont plus courtes, je dirais peut-être 10 secondes de moins. Et non seulement elles sont plus courtes, mais elles comprennent aussi la présentation de la personne. C'est-à-dire que avant, je demandais systématiquement comme première question qui es-tu à la personne que j'interviewais, tandis que maintenant je pose plus cette question. Je fais la présentation moi-même en une phrase ou deux maximum en général. Donc vous me direz ce que vous pensez de ce changement, mais je pense que ça permet de gagner du temps pour d'autres questions plus pertinentes que qui es-tu. Je pensais que cette question permettait vraiment aux personnes d'avoir quelque chose d'original finalement à dire, de se présenter de façon originale, mais finalement elles le font généralement pas, c'est souvent des présentations assez basiques, donc finalement ce genre de présentation je peux le faire moi-même de façon beaucoup plus courte en introduction, donc je me suis dit pourquoi pas le faire. Et puis là où avant je faisais des longs éditos comme introduction au podcast, je pense que c'est plus pertinent de faire quelque chose de quelques phrases qui donnent envie d'écouter la suite, mais qu'ensuite on passe le plus rapidement possible à l'interview en elle-même. Donc c'est des changements tous ces changements, ceux que je viens de dire avec l'écran de fin, et puis les introductions plus courtes. Également, ce que je vais dire après, c'est des changements que vous allez voir apparaître petit à petit sur les épisodes. Parfois, il y aura des épisodes où ça sera le cas, d'autres où c'est pas le cas, parce que je vais interposer en fait des épisodes que j'ai déjà enregistrés, déjà montés, où c'est pas encore, parfois où c'est pas encore le cas, avec des épisodes que je vais enregistrer et monter, où là, ce sera le cas. Donc, petit à petit, ça va aller vers une homogénéisation avec ces changements.
Un autre changement que vous avez peut-être vu, il me semble que sur certains podcasts déjà publiés, c'est déjà le cas, mais en tout cas sur les prochains, ce sera également le cas. C'est qu'il n'y a plus de questions de fin. Avant, je posais systématiquement les mêmes questions à la fin de l'épisode, notamment la question sur l'optimisme ou le pessimisme. Comment est-ce que la personne voit l'avenir? Est-ce qu'elle s'imagine plutôt quelque chose de positif ou de négatif? C'est une question que je ne poserai plus. Et également, je posais systématiquement en fin d'épisode la question du message pour l'humanité. Quel message est-ce que la personne que j'interviewe aimerait transmettre à l'humanité? C'est des questions que je poserai plus, un petit peu pour la même raison finalement que la présentation. C'est-à-dire que au départ, je posais ces questions parce que je m'imaginais que chaque personne allait allait dire quelque chose de fondamentalement différent de ce qui était déjà dit dans l'épisode, et puis allait trouver des choses très originales à dire. Finalement, je me rends compte que c'est pas particulièrement le cas. Souvent, typiquement, le message de fin reboucle avec ce qu'on a déjà dit dans l'épisode. C'est juste une répétition du message principal de l'épisode. Il n'y a pas grand-chose de nouveau qui est apporté par cette question, je trouve. La question de l'optimisme et du pessimisme, en soi, je la trouve pas particulièrement intéressante en réalité. Euh, voilà, ça sera peut-être un sujet de discussion, de vidéo sur la chaîne YouTube ou ce genre de choses, mais c'est une question finalement que je trouve largement moins pertinente que je pouvais trouver avant. Puis les autres questions, c'est pareil. Donc voilà, plus de questions de fin a priori. Donc dans les changements beaucoup plus profonds, disons, du podcast, il y aura à la fois un format plus clair. Un format qui sera plus clair à la fois sur le fond et sur la forme. Je m'explique. Aujourd'hui, je traite de tellement de sujets différents et avec des variations, notamment au niveau du temps, qui sont tellement différentes d'un épisode à l'autre, que ça fait que quelqu'un qui tombe, YouTube par exemple recommande un épisode à quelqu'un, la probabilité que cette personne soit intéressée par ma chaîne dans son ensemble, par le podcast dans son ensemble, et écoute les autres épisodes, est relativement faible. Je traite de sujets vraiment très différents, et donc certaines personnes qui seraient intéressées par l'écologie ne sont pas nécessairement intéressées par les aspects technologiques. Certaines personnes qui sont intéressées par les aspects technologiques ne sont pas nécessairement intéressées par les aspects au niveau de l'animalisme, ou etc etc. Puis au niveau du format aussi, hein, certains épisodes qu'ils font aux alentours d'1 heure et d'autres aux alentours de 2 heures, donc quasiment des épisodes 2 fois plus longs que les autres. Donc c'est des formats très peu similaires les uns aux autres. Je pense que c'est vraiment important que cette année le podcast gagne beaucoup plus de cohérence, autant au sujet des sujets qu'on va traiter. Que au niveau des formats dans lesquels ces sujets vont être traités. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les épisodes de podcast seront vraiment centrés sur l'intelligence artificielle à partir de fin février. Ça sera le seul et l'unique sujet qu'on va traiter sur ce podcast. L'intelligence artificielle d'un point de vue pas tellement technique, mais d'un point de vue plutôt philosophique, d'un point de vue des conséquences aussi sur les sociétés humaines, vraiment sur comment l'intelligence artificielle finalement bouleverse le monde. Et ce qui m'intéressera, ça sera plus le bouleversement du monde par l'IA que l'IA en elle-même à quelque part. Même si c'est possible qu'il y ait certains épisodes un peu techniques quand même. Donc voilà, j'ai vraiment décidé de centrer le podcast là-dessus. Je sais que certains vont être assez déçus, notamment tous ceux qui viennent de l'antispécisme ou de l'écologie. C'est des sujets que j'abandonne pas, que je trouve toujours extrêmement intéressants et extrêmement importants, comme vous l'avez vu aussi dans la partie qui détaille mes opinions. Je pense qu'il y aura pas mal de projets, peut-être d'ici la fin de l'année, peut-être l'année prochaine, donc 2024 ou 2025, qui sortiront, qui parleront d'antispécisme, d'écologie, peut-être d'autres sujets dont j'ai parlé et qui m'intéressent, comme la lutte des classes, etc. Il y aura très probablement d'autres choses auxquelles je réfléchis déjà et qui viendront. Mais pour l'instant, au niveau de ce podcast-là, je préfère le centrer sur l'intelligence artificielle. Ça permettra d'avoir quelque chose de beaucoup plus clair. Puis comme j'ai dit, ça me semble être vraiment l'enjeu principal auquel les sociétés humaines doivent faire face aujourd'hui. Et donc ça me semble absolument extrêmement important à quelque part de parler de ce sujet. Aussi
pour deux choses, de par le fait que c'est déjà un sujet extrêmement négligé, dont on parle extrêmement peu finalement par rapport à l'importance que ça aura. On en parle plus depuis la sortie de ChatGPT, mais même ça reste relativement peu par rapport au temps d'antenne de sujets absolument ridicules. Qui auront soit aucune importance, soit une importance complètement démesurée qu'on leur donne alors que c'est des sujets qui n'ont pas d'importance. Et puis, de façon générale aussi, l'IA, c'est un sujet qui, quand il est traité, notamment en francophonie, est traité de façon vraiment pas pertinente, je trouve, avec notamment beaucoup de caricatures, des gens qui pensent que la super intelligence artificielle peut être un problème, beaucoup d'experts qui vont dire que c'est des problèmes qui n'existent pas, que la super intelligence c'est un truc un peu fantasmagorique, des fantasmes de gens de la Silicon Valley ou je sais pas quoi. Ce qui me semble vraiment faux, vraiment pas correct. Et donc, ça me semble important d'avoir des sujets et puis que ces sujets soient traités à quelque part, que le public francophone puisse avoir accès à assez d'informations, notamment sur les intelligences artificielles générales et puis sur les super IA qui sont extrêmement peu disponibles aujourd'hui. Quand on discute d'IA en France, c'est généralement pour parler d'autres problématiques ou pour parler de trucs très très chouettes qu'elles peuvent apporter, mais c'est rarement pour parler du risque existentiel qu'elle pose. Et ça me semble être un risque tellement élevé, dont on parle tellement peu et qu'on dénigre tellement sur la sphère francophone que ça me semble vraiment important de consacrer plusieurs épisodes à ce sujet. Il y aura probablement aussi des débats avec des personnes qui pensent que ce sujet n'est pas important, parce que ça me semble important de vraiment comprendre. En général, encore une fois, c'est les gens qui disent que les risques essentiels n'existent pas ou dans extrêmement longtemps, ce genre de choses. Euh, c'est des gens qui en interview vont dénigrer ça avec des arguments extrêmement pauvres, euh, extrêmement caricaturales, qui correspondent pas du tout à ce que leurs adversaires pensent, en faisant des hommes de paille. Et donc ça me semble intéressant de finalement vraiment entamer des vrais débats avec ces gens pour comprendre profondément est-ce qu'il y a quelque chose à retirer de ce qu'ils pensent, ou est-ce que finalement ils sont bons qu'à faire des hommes de paille. Donc voilà, ça va être un sujet absolument passionnant. Donc ça c'est au niveau du fond. Au niveau de la forme, les épisodes vont faire maintenant entre 1 heure et 1 heure et demie. Il y aura plus d'épisodes de 2 heures, il y aura plus des épisodes en dessous d'1 heure a priori. C'est des épisodes qui vont faire entre 1 heure et 1 heure et demie. C'est le format que j'ai décidé pour le podcast. Et étant donné qu'il y a quand même certains épisodes qui vont être absolument passionnants et je sens que je vais pas réussir à tenir les 1 heure et demie avec certaines personnes, et ce qui va se passer, c'est que je vais parfois séparer les épisodes en deux. Donc, si au bout d'1 heure et demie, je vois que j'ai encore vraiment beaucoup de questions à poser à l'interview, enfin à la personne que j'interviewe, je vais aller jusqu'à 2 heures. Et puis ensuite découper l'épisode en deux, comme ça fera 2 épisodes d'1 heure que je publierai soit séparément, enfin que je publierai de façon séparément avec au moins 2 semaines de décalage, comme à chaque épisode, mais peut-être avec plus de décalage entre deux, comme si c'était 2 épisodes tout à fait séparés, même si l'enregistrement se fait en même temps. Donc voilà, c'est un petit peu le projet. Finalement, un dernier changement qui va être assez notable pour le podcast cette année, c'est tout ce qui concerne la monétisation. Parce que en 2024, c'est vraiment l'année dans laquelle j'ai envie d'être complètement indépendant financièrement, voire même de pouvoir engager quelqu'un qui m'aidera à certaines tâches, notamment pour les montages. Donc, j'ai vraiment envie de faire plus d'argent que les années passées, euh, pour pouvoir me permettre d'être indépendant financièrement, de pouvoir envisager de continuer ce que je fais sur du plus long terme. Pour faire ça, il y aura pas mal de choses que j'ai prévues. La première des choses, ce sera le financement participatif. Donc, si vous allez dans la description, vous verrez qu'il y a un lien vers Tipeee, vers Patreon et vers PayPal, qui sont les 3 plateformes que j'ai décidé d'ouvrir pour vous permettre de contribuer au podcast et puis à la chaîne YouTube également, dont on parlera juste après.
Donc voilà, c'est effectivement les 3 plateformes, qui sont ouvertes depuis un petit moment, mais dont je n'avais pas parlé. J'avoue que pendant les épisodes, j'en parle quasiment jamais, donc si vous n'êtes pas au courant que ces plateformes existent, c'est normal, j'en parle quasiment jamais. Pour rétablir cela et puis que les gens soient au courant que c'est possible de me soutenir via ces plateformes de financement participatif. Ce qui va se passer, c'est qu'il y aura une petite coupure pub comme ça pendant les épisodes. Je pense par exemple à la fin de la 2e question à laquelle répondra l'invité. Il y aura peut-être une petite coupure comme ça de quelques une dizaine de secondes, un petit peu plus, qui présentera justement le fait que c'est possible de me soutenir par financement participatif. Donc j'ai déjà préparé cette petite coupure. Donc ce que je vous propose, c'est que je la mette juste maintenant pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble, à quoi correspond ce genre de petite coupure, à quoi ça correspondra. Et donc il y aura a priori ce genre de coupure une fois tous les épisodes, encore une fois à partir peut-être de mars ou quelque chose comme ça dans l'année. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à me soutenir financièrement en passant par les liens en description. Vous participerez ainsi à rendre accessible au plus grand nombre des sujets pourtant complexes et méconnus. Chacun de vos dons me permettra de vous proposer les contenus les plus qualitatifs possibles. Merci d'avance de votre soutien. Voilà, j'espère que ça vous a pas trop déplu ou que ça vous a même carrément plu. Vous me direz ce que vous pensez de ce genre de petites coupures pub. Est-ce que c'est quelque chose de vraiment gênant ou pas? Je sais pas. Personnellement, en tout cas, je trouve que c'est le meilleur compromis que j'ai trouvé. C'est clairement le meilleur compromis que j'ai trouvé. Si vous avez d'autres idées pour mettre en avant les plateformes de financement participatif sans faire ce genre de coupure, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais pour l'instant, ça me semble être la meilleure possibilité pour le faire. Au niveau toujours de la monétisation, donc la mise en avant des plateformes de financement participatif ne sera pas la seule manière pour moi de monétiser le podcast. Il y aura aussi la publicité mise en place par YouTube. Donc si vous écoutez les podcasts sur YouTube, petit à petit il y aura de la pub, donc la pub YouTube classique sur les épisodes, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici. Il y en aura pas trop non plus, hein, je vais pas vous bombarder de pubs à chaque épisode, mais probablement qu'une pub au début, à la fin, une ou deux au milieu, quelque chose comme ça. Je vais le faire sur YouTube, je vais pas le faire sur les plateformes audio de podcast. Parce que sur YouTube, j'ai l'impression que les gens sont plus habitués, ça leur paraît plus normal d'avoir de la pub. Finalement, je pense que la plupart des gens le font. Donc sur les plateformes de podcast, avoir comme ça tout d'un coup des sortes d'interruptions pendant qu'on écoute avec de la pub, c'est quelque chose de vraiment pas courant. Donc les gens ne sont pas habitués. Je suis moi-même plutôt anti-publicité. Dans ma société idéale, la publicité n'existerait pas, ou en tout cas serait drastiquement moins importante qu'aujourd'hui. Encore une fois, c'est une forme de pragmatisme et de réalisme par rapport à la situation dans laquelle on vit aujourd'hui. Si je me pose les questions de à partir de la société dans laquelle on vit maintenant et pas ma société idéale, quelle est la chose la plus pertinente à faire? Je pense que c'est de mettre de la publicité, parce que finalement, l'argent que ça va me permettre de recevoir va me permettre de faire d'autres projets qui vont avoir des conséquences probablement plus positives que les conséquences négatives engendrées par le fait qu'il y ait de la publicité. Donc voilà, c'est ma manière de réfléchir. Je comprends que d'autres aient fait d'autres choix et décident de ne pas mettre de publicité sur leur podcast. Je pense même que c'est un choix tout à fait courageux et audacieux. Mais c'est pas mon cas. Dans mon cas, je pense que la balance penche quand même du fait qu'il y ait plus de côté positif au fait de mettre la publicité que de ne pas en mettre. Voilà. La même chose pour les partenariats. Peut-être qu'il y aura des partenariats dans les épisodes de podcast cette année. Il faudra voir comment ça se passera. À quel point le podcast prend aussi, hein. Si le podcast ne se développe pas drastiquement par rapport à cette année, c'est peu probable que j'ai des partenariats. Si c'est le cas, ce que je prévois quand même être en partie le cas, parce qu'il me semble que le fait justement que le podcast ait une ligne éditoriale beaucoup plus claire au niveau du fond comme de la forme va permettre un développement plus rapide de ce dernier. Donc
Donc probablement que ça me permettra d'avoir des partenariats. J'essaierai toujours de trouver des partenariats qui ont une certaine cohérence, qui sont assez pertinents pour vous. J'ai pas envie de vous assouvir sur les partenariats complètement stupides. Donc voilà, je vais essayer de faire ça au mieux. Mais encore une fois, je respecte tout à fait et je trouve tout à fait pertinent les personnes qui décident de ne pas faire de partenariat. Mais c'est pas mon cas. Je pense que l'argent que je retirerai de ces partenariats me permettra de faire plein de choses tout à fait cool et de vous permettre d'accéder à des contenus qui n'auraient pas été possibles sans ces partenariats. Ce qui me semble tout à fait positif au final dans la balance des effets négatifs et des effets positifs. C'est aussi possible qu'il y ait des possibles sources de financement externes. On verra, c'est possible. Certains organismes qui pourraient peut-être m'accompagner par rapport au contenu que je produis. Pour l'instant, c'est absolument pas certain. J'ai pas envie de donner particulièrement de nom parce qu'il y a absolument rien de certain, mais je vais faire des demandes et puis on verra bien là où ça aboutit. C'est une autre possibilité comme source de monétisation. Voilà pour le futur du podcast. Écoutez, j'espère qu'il vous plaît autant qu'il me plaît à moi. Encore une fois, si les sujets, notamment je pense c'est là où ça peut le plus vous embêter, c'est que ça parle plus de l'IA. Continuez à me suivre et vous verrez qu'à un moment, probablement que ce podcast restera centré sur l'IA, mais c'est possible qu'il y ait d'autres projets qui ne soient plus centrés sur l'IA et qui reparlent un petit peu de sujets annexes. Donc n'hésitez pas à continuer à suivre ce que je fais pour suivre les projets futurs. Au niveau de la chaîne YouTube maintenant, le bilan de la chaîne YouTube, premier constat, 0 vidéo publiée sur l'année entière. Donc c'est extrêmement peu. Déjà que l'année passée, en réalité, je n'en avais publié que 2. Donc c'est vraiment extrêmement peu. Ça vient principalement du fait que j'ai beaucoup de peine à me mettre dans le processus d'écriture, de recherche, notamment parce que je veux faire des vidéos largement plus travaillées que ce que je pouvais faire avant, autant au niveau des recherches que de la vérification des informations, que de l'écriture qui soit beaucoup plus didactique, etc., etc. Et ça, n'empêche, ça me demande beaucoup plus de temps. Et puis, beaucoup plus de charge mentale à quelque part. Je sais pas tout à fait si c'est le terme correct ou pas. Mais je dirais quand même un peu ça, dans le sens où... avant, le moment où je commençais à travailler sur une vidéo par rapport au moment où j'avais le résultat final était relativement court, tandis que maintenant, c'est des vidéos qui me prennent beaucoup plus de temps à faire. Et donc, finalement, chaque fois que j'avance un petit peu, j'avance de très peu par rapport au résultat final, quoi. C'était moins le cas avant. Donc, ça rend la chose un petit peu compliquée. Il faut avoir beaucoup de discipline, je trouve, pour ça. Beaucoup plus que pour des podcasts ou pour des vidéos courtes, comme je le faisais avant. Mais c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je pense que ça va vraiment me permettre de toucher un public beaucoup plus grand et toucher le grand public de façon générale. Ça me semble extrêmement important de sensibiliser le plus de gens à ces enjeux relativement méconnus des gens. Donc ça me semble très important. Encore une fois, c'est un truc. Enfin, les prochaines vidéos du coup seront axées sur l'intelligence artificielle, tout comme le podcast, pour garder une certaine cohérence. Donc, il y aura le Futurologue podcast sur le podcast que vous écoutez, sur lequel il y aura des interviews de personnes dans l'IA, et puis le Futurologue qui sera la chaîne YouTube dans laquelle il y aura des vidéos de peut-être 10-20 minutes, quelque chose comme ça, peut-être même un peu plus, 20-30 minutes, c'est possible aussi, dans laquelle ce sera des vidéos beaucoup plus didactiques, accessibles à un plus grand public, et puis beaucoup plus montées, etc., etc. Malgré le fait que j'ai pas publié de vidéos cette année sur la chaîne YouTube, j'ai quand même malgré tout fait 40 000 vues et 370 abonnés de plus, alors que j'ai publié aucune vidéo et que l'année passée seulement 2, simplement avec les anciennes vidéos qui continuent à tourner. Donc ça c'est quelque chose de très cool avec YouTube. Je trouve que les vidéos continuent et finalement ne soient pas périssables, mais continuent de tourner comme ça. Donc c'est très cool. Donc concrètement, qu'est-ce qui va se passer pour la chaîne en 2024 ? La première chose à dire, c'est que j'ai quand même pas rien fait. J'ai fait beaucoup de recherches et d'écriture pour de futures vidéos. Donc j'ai un petit peu d'avance, n'empêche, sur les prochaines vidéos qui vont sortir. Donc ça c'est cool. Ça me permettra aussi de moins travailler à flux tendu, ce qui était extrêmement compliqué auparavant. Donc voilà, j'ai quand même pris un tout petit peu d'avance.
Je me suis aussi beaucoup formé à l'écriture, n'empêche, ce qui devrait améliorer très largement la narration des vidéos de façon générale, le storytelling, et puis la façon dont les idées sont arrangées, la simplicité des propos, le fait d'enlever le maximum de jargon, de trouver des métaphores, etc. C'est vraiment des choses sur lesquelles je me suis beaucoup formé, sur lesquelles je me suis beaucoup entraîné. Donc j'espère que les vidéos seront largement meilleure que celle que j'ai pu faire avant à ce niveau-là, pour rendre vraiment encore une fois les choses les plus didactiques, les plus ludiques et les plus agréables à comprendre, entendre et appréhender de la part du plus grand public possible. Et malgré que ce soit des vidéos accessibles au grand public, je vais quand même essayer d'entrer relativement en profondeur des sujets que je vais traiter. Donc voilà, c'est un gros pari, mais c'est un pari sur lequel je suis assez confiant, et je me réjouis de voir ce qu'il va donner, et je me réjouis d'avoir vos retours également. Comme je l'ai dit avant, ce sera des vidéos relativement plus longues que ce que j'ai pu faire jusqu'ici, avec beaucoup plus de recherches, ça c'est certain. Et puis, ouais, dès que je peux, dès que j'ai les financements nécessaires, je ferai appel à un monteur pour largement améliorer le montage de ces vidéos, et pour me permettre aussi de bosser un petit peu sur d'autres projets justement dont je vous parlais avant, que j'ai sur le côté. Donc j'espère vraiment que cette année, je pourrai non seulement devenir complètement indépendant financièrement, mais que j'aurai assez d'argent pour me faire accompagner au moins d'un monteur ou d'une monteuse. Pour m'épauler là-dessus, pour que le montage soit plus qualitatif, que plus du coup que ça donne envie aussi aux gens de regarder la vidéo, et puis aussi que ça me décharge un petit peu de travail. Voilà. La première vidéo sortira probablement en février, et puis ensuite il y en aura une toutes les 3 semaines. C'est le rythme que je me suis fixé pour cette année. Encore une fois, ça sera centré sur l'intelligence artificielle, en tout cas sur les premiers mois, mais c'est vraiment probable que ce soit l'entièreté de l'année qui soit focalisée sur l'IA. Et de la même manière, pour la chaîne YouTube, les formes de monétisation seront relativement les mêmes que pour le podcast. Donc de la publicité, mais bon, ça c'était déjà le cas. Du financement participatif, c'était déjà le cas, mais là, en l'occurrence, il y aura peut-être un peu plus de mise en avant, encore une fois, comme pour le podcast, de ces financements participatifs dans les vidéos. Les partenariats en fonction de à quel point la chaîne prend, et puis les possibles sources de financement d'institutions externes qui sont possibles aussi. Donc à voir, la monétisation sera relativement la même que pour le podcast. Finalement, au niveau du bilan et des futurs des projets annexes, parce que y a pas que ça sur lesquels j'ai travaillé. Déjà, dans les choses qui peuvent vous intéresser si vous écoutez ce podcast, j'en ai pas particulièrement fait la promotion, j'en ai pas particulièrement parlé. Pourtant, j'ai été co-animateur en fait d'un podcast pour la chaîne YouTube et le podcast The Flares. Je co-anime avec Gaëtan, du coup, qui est derrière cette chaîne YouTube The Flares, un épisode tous les 3 mois. Globalement, ça représente à peu près ça, donc 4 épisodes par an. Là, il doit y en avoir bien 4, en tout cas que j'ai enregistré avec lui, qui sont disponibles sur sa chaîne. Donc vous avez juste à chercher The Flares, que ça soit sur YouTube ou en podcast. Et vous verrez que dans la sous-partie de son podcast qui s'appelle Humain demain, qui parle du transhumanisme, j'interviens parfois. Donc si ça vous intéresse, étant donné que je vais moins parler cette année du transhumanisme, a priori, je vais vraiment me centrer sur l'IA. Encore une fois, c'est des sujets qui vont revenir après, ça c'est absolument certain, mais c'est pas des sujets que je prévois traiter cette année. Si ça vous intéresse malgré tout de m'entendre à quelque part parler de transhumanisme, poser des questions à des gens sur ce sujet, n'hésitez pas à aller checker un coup d'œil à la chaîne YouTube The Flares et au podcast The Flares aussi. D'ailleurs, Gaëtan, qui est du coup celui qui est derrière The Flares, va bientôt apparaître comme interview dans ce podcast-là. Je vais l'interviewer très bientôt. Enfin, les épisodes vont sortir très bientôt. En réalité, j'ai déjà enregistré l'épisode qui était absolument passionnant et qui est un bon exemple de ce que je vous disais avant, parce que l'épisode faisait quasiment 3 heures. Donc, auparavant, je l'aurais publié tel quel, 3 heures, tac. Comme j'ai pu le faire par exemple avec les épisodes avec Jérémy Perret qui étaient extrêmement longs.
Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai divisé en deux. Du coup, ça fait 2 épisodes de 25 minutes, quelque chose comme ça, qui sortiront de façon relativement espacée. Donc, ce sera beaucoup plus agréable pour vous, je pense. Voilà, donc je me réjouis que ces épisodes sortent. J'ai vraiment apprécié les enregistrer également. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Finalement, un autre projet, c'est tout ce qui concerne les shorts, les reels et les TikTok. Donc globalement, les petites vidéos de moins d'une minute, courtes et verticales, qui sont publiées en shorts sur YouTube, en reels sur Instagram et en TikTok sur TikTok. Et bien oui, on ne l'aurait pas dit. Euh, Cette année, j'en ai publié que 2. J'en ai publié 2, puis en plus c'était en début d'année. Euh, Malgré tout, sur YouTube, toujours impressionnant par rapport aux autres plateformes, ben, certains shorts continuent de très bien marcher. Donc voilà, j'ai quand même fait plusieurs dizaines de milliers de vues de shorts de l'année passée cette année, donc enfin alors, en 2023 quoi. Donc très très chouette, vraiment très très chouette. Euh, Cette année, je prévois pas de faire d'en faire de nouveaux, ce genre de format. Euh, j'ai l'impression que ça me divertirait plus qu'autre chose, dans le sens où c'est des formats assez agréables à faire parce que bah, c'est très court à prévoir, à écrire, c'est des idées assez percutantes, très faciles à monter, etc. Mais j'ai l'impression que ça ferait que j'aurais moins de temps et d'énergie à allouer aux autres projets qui me semblent plus importants pour développer mon activité et puis c'est aussi des choses moins impactantes pour les gens. J'ai l'impression que les gens qui écoutent, enfin qui vont consommer ce genre de contenu, vont être moins profondément marqués par les idées que je vais y transmettre que ce n'est le cas dans ce genre de podcast ou dans des vidéos de vulgarisation ou d'opinion beaucoup plus travaillées. Donc voilà, a priori pas de nouveaux formats du genre cette année. Et au niveau de TikTok et Insta, d'ailleurs, les abonnés sont restés relativement stables, quasiment le même nombre d'abonnés cette année que l'année passée. Donc euh, j'en ai perdu quelques-uns sur Insta, j'en ai gagné quelques-uns sur TikTok, mais globalement c'est extrêmement stable. Finalement, dernier projet annexe, c'est tout ce qui concerne la promo et les news justement des vidéos et des podcasts. Donc j'ai commencé ce que je faisais pas du tout, mais j'ai commencé à faire la promo et donner quelques news justement de par exemple le nombre d'abonnés qu'on vient de franchir ou ce genre de choses sur LinkedIn, sur X donc anciennement Twitter, et puis sur Thread aussi sur quelle nouveau plateforme, la nouvelle plateforme, le nouveau réseau social de Meta qui est exactement similaire à X sur quasiment tous les points de vue. Sauf que c'est un peu moins virulent, donc c'est très chouette. Rejoignez-moi sur Thread. Et puis, je publie la même chose sur toutes les plateformes, donc à moins que vous soyez particulièrement fan, il n'y a pas grand intérêt à me suivre sur toutes ces plateformes. Je publie globalement la même chose, c'est toujours les mêmes promotions de vidéos et de podcasts. Et puis, les mêmes news, justement, je vous le disais, par exemple, là, on a récemment atteint les 800 abonnés sur le podcast, bah, j'ai fait un petit post pour dire merci pour être 800. Voilà. Ça reste des plateformes vraiment très secondaires, hein. J'ai moins de 200 abonnés sur chacune de ces plateformes. Et encore une fois, bah, c'est tout à fait normal, étant donné que je fais juste de la pub et des news, j'apporte pas beaucoup de valeur aux gens qui me suivent sur ces podcasts. Mais bon, ça permet quand même de faire découvrir mes différents contenus à des gens qui l'auraient pas forcément découvert autrement. Et puis, ça rend aussi beaucoup plus simple le fait de partager. Il y a juste à retweeter ou ce genre de choses, à repartager dans la story ou comme ça, ce qui permet de plus facilement partager les épisodes que ce serait le cas sinon. Donc voilà, je pense que le bilan est tout à fait positif. D'ailleurs, ce genre de promo et de news, je les publie aussi sur Instagram. Et puis, bientôt, je les publierai aussi dans l'onglet communauté de YouTube. C'est un onglet que j'utilise pas. Enfin, j'ai utilisé un petit moment, mais que j'utilisais plus du tout. Je pense que je vais réutiliser un petit peu cet onglet communauté pour vous partager exactement la même chose que sur ces plateformes. Ça peut pas faire de mal. Et donc, l'onglet communauté de ma chaîne principale, je pense, donc le Futurologue, c'est peu probable que j'utilise vraiment celui de le Futurologue podcast, mais c'est encore des choses qu'il faut que je réfléchisse.
Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. L'année prochaine, je ferai probablement la même chose, ce même genre de format. Probablement que j'y ajouterai d'autres sections, comme par exemple les livres que j'ai lus durant l'année, ou bien une petite foire aux questions que j'ai pas fait cette année. Les livres, je les ai pas fait cette année parce qu'il n'y avait pas vraiment assez de livres intéressants, extrêmement intéressants que j'ai lus et qui auraient pu vous intéresser vous. Donc voilà, je pense que ça aurait pas forcément été pertinent de faire ça cette année. Par contre, cette année, je suis assez content, j'ai lu 27 livres, là où l'année passée, j'en avais lu que 2, et puis en plus, c'était 2 BD. Non pas que je dénigre les BD, mais disons que c'est des livres plus simples enfin, c'est des fictions plus simples à consommer. Donc voilà, je suis content de ça, et l'année prochaine, je pense encore une fois doubler ce nombre pour arriver aux alentours des 52 livres lus au moins. Euh, Ça me semble très important. Et puis la foire aux questions, je l'ai pas fait cette année non plus parce qu'il me semble qu'il y a pas assez de monde sur le podcast encore qui me suivent pour que ça soit vraiment pertinent. Donc voilà, mais probablement que l'année prochaine, ces 2 sections seront au menu. Merci énormément d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, d'être là. Je pense toujours que c'est le début d'une histoire qui promet d'être passionnante, et je vous remercie infiniment de m'accompagner dans cette histoire. Je me réjouis de voir ce qui va se passer en 2024, qui, je pense, sera l'année où les choses prendront vraiment de l'ampleur, et l'année où je pourrai vivre complètement de cela. Donc un grand merci pour tout ça, un grand merci à tous ceux qui sont là, toutes celles et ceux qui sont déjà là au début de cette grande aventure. À très vite, et puis bonne année à tout le monde, et au prochain épisode. Merci d'avoir écouté le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain.